aujourd'hui, eh bien, le webinaire, ça va être les charges, les impôts et les échéances. En fait, on a voulu faire cette vidéo et ce webinaire simplement pour un seul point, c'est de dire aux personnes qui sont déjà en SAS ou en SASU, ou ceux qui ne le sont pas encore, ou ceux qui aimeraient y passer, eh bien de savoir quelles sont très exactement les charges minimales, celles sur lesquelles, quoi qu'il arrive, ça tombera. Alors bien évidemment, vous pouvez aussi me poser toutes les questions de charges facultatives et celles qui seraient assez opportunes, mais là, je me suis contenté effectivement de prendre un peu le syndical minimal. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme charge dans une SASU lorsque tout va bien, hein? Et après, le reste, ça ne peut être que de l'excédent. Alors, le sommaire, j'ai fait ultra simple. Je suis parti du principe que la société a été créée, par exemple, au 1er janvier 2022. Et du coup, je me suis posé la question sur ces 3 années, très exactement. Qu'est-ce qui se passe en 2022? Qu'est-ce qui se passe en 2023? Qu'est-ce qui se passe en 2024? Très exactement ce à quoi vous devez vous attendre. Alors, vous allez voir que c'est quand même relativement simple. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick. Alors, je suis le cofondateur de Doux, je suis expert comptable et je suis également le CEO de la société Doux. Et puis, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien. Je vois en tout cas que vous êtes tous prêts. Et donc, on va commencer tout de suite sur la première année, l'année 2022. Vous allez voir, c'est un webinaire qui est quand même relativement court. Ce n'est pas très compliqué. Mais en tout cas, vous pourrez poser toutes vos questions s'il y a des choses effectivement auxquelles j'oublie. Alors, on imagine qu'on vient de créer la société. Est-ce que l'on peut dire, où il y a Nicolas qui me dit que l'écran est coupé par le panneau latéral. Bon, a priori, moi en tout cas, tout a l'air de fonctionner. N'hésitez pas en tous les cas, c'est de donner. Ah, zut. Idem. Bon. Et là, je ne sais pas trop quoi faire. On va essayer de faire une mini coupure. Non, Jérémy, tout va bien. Bon, écoutez, là, je suis franchement désolé. Peut-être refaites un petit tour dedans. Et je pense que ça pourrait faire. Ressortez et revenez. Vous allez voir, ça devrait aller super bien. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, 2022, je reprends, sur la création de la société qui est une sorte de minimum, entre parenthèses, syndical, et dans lequel eh bien, vous en aurez pour moins de 500 €. C'est-à-dire que si vous vous êtes débrouillé tout seul pour faire vos statuts, vous avez payé au minimal les 70 et quelques euros du CREF du tribunal de commerce, vous avez payé l'annonce légale qui vaut à peu près 200 et quelques euros. Et si vous faites aider d'un expert comptable comme nous en ligne, ou d'un expert comptable traditionnel, ou d'un avocat, ou d'un notaire pour pouvoir le faire, eh bien, vous rajouterez le montant des honoraires. Alors moi, ce que j'ai indiqué, c'est forcément ceux de Doux, c'est comme on est à 150 € de création de société, du coup, on est moins cher. Petite histoire aussi, mardi, très exactement, on fait une soirée spéciale création. Alors pour ceux qui auraient envie de faire une création de la société, c'est le moment, parce qu'en plus, il y aura une petite récompense pour tous ceux qui seront présents. Et puis, on a l'assurance responsabilité civile qui est la deuxième. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'assurance responsabilité civile? J'entends par là, en fait, le fait de se couvrir. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les personnes se disent, bon, moi, j'exerce un métier qui n'est pas dangereux, hein, vous voyez, un peu comme expert comptable, c'est pas franchement dangereux comme métier, sauf que je vais vous sortir une anecdote. Quand j'étais expert comptable traditionnel, il y a un certain temps, il y a longtemps, on va dire maintenant, eh bien, il y avait quelqu'un qui s'était cassé la binette directement en rentrant les locaux. Si vous n'avez pas effectivement une responsabilité civile, eh bien, votre société peut être attaquée. Alors, j'ai marqué un coût à peu près à l'année, hein, ça peut être un peu moins cher, ça peut être un petit peu plus cher, environ 400 €. Moi, je ne peux que vous conseiller effectivement de prendre une responsabilité civile, quitte effectivement d'être dans une situation de devoir négocier vis-à-vis de l'assureur. Pour François, voilà, François, voilà, OK pour mardi. Tu vas sur YouTube, c'est là où tu peux t'inscrire directement. Et puis, l'assurance de l'appartement. Alors ça, c'est un truc que la plupart des personnes ne savent pas. Pourquoi? Parce que quand vous exercez de chez vous à travers le siège social, en fait, votre activité s'exerçant au milieu du siège social chez vous, eh bien, vous êtes tenu d'avoir une assurance spéciale. Alors, si vous téléphonez à votre assureur, certains vous diront non, non, il n'y a pas de problème, mais moi, je peux vous garantir une chose, c'est que si un jour, votre ordinateur crame et fout le feu à l'appartement,
on regardera votre responsabilité. Et de façon très concrète, il suffit effectivement de faire un petit avenant. Normalement, ça doit vous coûter 0. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, c'est pour ça que je dis que ça va de gratuit à 150 € maximum à l'année, parce qu'honnêtement, ça ne change rien. Mais moi, je sais que personnellement, j'ai toujours fait très attention et de façon très concrète, une assurance. Il y a ceux qui récupèrent l'argent et il y a ceux qui le versent. Mais le jour où vous avez un petit pépin de rien, ça ira. Si un gros pépin, ils ne prendront pas en compte votre assureur. Vous ne serez pas assuré parce que vous avez omis de signaler que vous exerciez votre activité au sein de votre logement. Un petit peu comme la responsabilité civile que vous pouvez avoir à titre personnel ne s'applique pas au niveau professionnel. Et je pourrais rajouter autre chose également, c'est votre voiture, votre moto, quand vous vous déplacez. D'habitude, vous faisiez domicile-boulot. Désormais, vous allez avoir un système de boulot-boulot si votre siège social se trouve effectivement chez vous. Pareil, normalement, ça va vous coûter 0 et vous devez le signaler à votre assureur. Donc, pensez à cela, y compris si vous avez des versements d'indemnités kilométriques. Et puis, j'ai rajouté aussi quelque chose, effectivement, qui est important, à mes yeux, bien évidemment, mais vous allez vite le faire comprendre, c'est l'expertise comptable. Ça ne sert à rien d'attendre. J'ai marqué nos honoraires, 69 € hors taxe, le premier mois gratuit. Guillaume me dit, pour l'assurance de l'appartement, il faut faire attention car mon assurance habitation ne génère pas les sinistres liés à mon activité pro, donc pas de souci pour la domiciliation, mais le risque lié à l'activité professionnelle ne sera pas couvert. Voilà, mon assurance ne fait que du particulier, pas de pro-entreprise. Mon premier cabinet d'expertise comptable, je l'avais démarré très exactement dans la salle à manger de notre appartement et j'avais été obligé de changer d'assureur pour être sûr effectivement que j'étais couvert. Ça m'avait coûté d'ailleurs moins cher en changeant tout compris en ayant les deux. Mais Guillaume, voilà, c'est la parfaite illustration de cette situation. François qui me dit d'accord avec vous, j'ajoute que certains appels d'offres publiques en particulier demandent des certificats d'assurance. Voilà. Bon, c'est du vécu et je pense effectivement que c'est important. Ça vous coûtera un coup de téléphone, un mail pour bien confirmer et un mail de retour pour être sûr que l'assureur effectivement est tranquille. Samuel qui me dit, pour une domiciliation dans une autre ville, une activité à mon domicile, est-ce aussi valable? Alors, non, parce que, alors que je comprenne bien, tu as une domiciliation qui est autre part et tu as l'activité à ton domicile. Tu es normalement, Samuel, dans une situation où tu as ce qu'on appelle un établissement principal et un établissement secondaire qui est chez toi, qui est celui de l'exploitation en proprement parler. Voilà, la domiciliation est une boîte aux lettres, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc, en théorie, oui, tu devrais le prévenir. Et si on voulait aller jusqu'au bout, mais vraiment être hyper puriste, normalement, tu devrais payer une deuxième CFE, contribution foncière des entreprises. On va en parler tout à l'heure, au titre de l'établissement secondaire. Bon, je suis un peu puriste sur ce coup-là, mais voilà l'idée en tous les cas qui existe. Donc, vous avez compris effectivement quels étaient les coûts. Et puis, bon, de façon très concrète, si vous ne vous donnez pas de salaire, eh ben, vous avez 0 charge sociale dans une SAS. Si vous êtes en SARL, vous paierez 1 600 € minimum la première année, mais dans une SAS qui est à l'impôt sur les sociétés, quand on ne se donne pas de salaire, ou à l'impôt sur le revenu, quand on ne se donne pas de salaire, il n'y a pas de charge sociale en SAS. Voilà, ça, je pense que c'est hyper important. Néanmoins, tout le monde n'est pas nécessairement à l'ARE, tout le monde ne bénéficie pas de tous les avantages, et on peut se retrouver dans une situation où on a envie de se rémunérer, soit pour prolonger la durée de l'ARE, soit pour tout simplement se dire j'ai envie de baisser le montant de mon impôt sur les sociétés, et donc je vais me donner et des bulletins de salaire et des charges sociales pour réduire mon impôt sur les sociétés afin de faire durer plus longtemps l'ARE, ou tout bêtement, vous n'avez pas l'ARE, et dans ces cas-là, vous êtes tenté de vous donner un salaire. Et dans ces cas-là, si vous avez l'ACRE, donc c'est une réduction de cotisation sociale, pour avoir 100 € de salaire net, il faudra un bulletin de salaire, je le rappelle, ça vous en coûtera très exactement 40 € de charge sociale approximativement en SAS. Voilà. Et puis, le troisième cas, c'est que si vous n'avez ni l'ARE, ni l'ACRE du tout, et que vous voulez vous rémunérer dès la première année, eh bien, pour 100 € de salaire net, il vous en coûtera 86 € de charge sociale en SAS ou en SASU. C'est exactement la même chose. Donc, vous avez compris, 0 si vous vous donnez 0, 40 € à peu près de charge sociale si vous voulez toucher 100 € net avec l'ACRE, qui dure, je le rappelle, une année après
la création de la société, après la création de la société, pas après le premier bulletin de salaire. Et si vous ne bénéficiez ni de l'ARE, ni de l'AC, et que vous vous donnez des bulletins de salaire, ça vous en coûtera 86 € de charges sociales. J'ai rajouté aussi nos honoraires pour les bulletins de salaire, puisque nécessairement, si vous voulez avoir un bulletin de salaire, il faut le fabriquer. Fouad qui me pose qu'une question, quand on exerce l'activité dans un bureau et on est domicilié chez une société de domiciliation, on est bien d'accord qu'il n'y a pas deux établissements avec deux sirettes différents. Alors, en fait, ce qui se passe très exactement, Fouad, c'est que, comment dire cela? Il y a une espèce de... normalement, on devrait, mais personne ne le fait ou très peu de personnes. Pourquoi? Parce que quand tu te trouves dans une situation où tu as ton siège social, c'est là où il y a ton numéro SIRET. Et tu fais bien d'ailleurs de le signaler. Le SIREN, c'est les 9 chiffres qui sont communs, quels que soient les établissements. Et ce qu'on appelle le NIC, ces 5 chiffres qui sont après, ça détermine NIC plus SIREN, ça fait les SIRET. Donc, si on voulait être très puriste, il faudrait que tu aies à chaque fois, à l'endroit que tu utilises, soit ta boîte de domiciliation, soit ton domicile chez toi, tu devrais normalement avoir 2 SIRET. Bon, concrètement, peu de personnes le font, mais si on est puriste, encore une fois de plus, ça pourrait se faire. Donc, ce n'est pas dramatique non plus. Autre point également, c'est les options. J'ai rajouté les options. Pourquoi? Parce que là encore, c'est pareil. Comment voulez-vous effectivement bosser si vous n'avez pas de loyer? Enfin, loyer au moins. Si vous avez envie, si vous touchez à l'ARE et que vous voulez améliorer votre quotidien, je ne peux que vous conseiller effectivement de vous donner un loyer. Ce loyer qui pourra être donné soit en tant que propriétaire, et dans ce cas-là, vous serez dans ce qu'on appelle soit du microfoncier, soit du foncier, soit en tant que locataire, et dans ces cas-là, vous serez en ce qu'on appelle en sous-location, en micro-BNC, si c'est loué nu, ou si c'est loué avec des meubles en micro-BIC. D'accord? C'est un petit peu compliqué. Beaucoup de personnes pensent en tout cas que si vous êtes locataire, est-ce que le jeu vaut en la chandelle? C'est un calcul à faire, mais en tous les cas, ça peut venir en plus de votre ARE sans que ça vienne modifier votre ARE. Et bien évidemment, si vous donnez un loyer ou pas d'ailleurs, vous penserez bien évidemment à l'EDF, l'eau, le gaz, tout ce qui serait nécessaire pour faire fonctionner quelque chose. Et puis, je ne connais plus personne qui peut bosser sans téléphone et sans Internet et sans se déplacer, et donc les ICA, etc. C'est pour ça que j'ai marqué ça comme option. Mais pourquoi est-ce que je l'ai noté là? C'est que de façon très concrète, je ne connais personne qui peut passer à travers, ou en tous les cas, s'il passe à travers, c'est que tout simplement, il a oublié de se donner un loyer, ou qu'il a oublié de se donner l'EDF, et qu'il ne se facture pas l'Internet, etc. Personnellement, c'est une erreur, je le dis tout simplement, tel que je le pense, parce que du coup, ça vient tout simplement, vous êtes obligé de sortir de l'argent de votre poche sans que ce soit la société qui paye, ce qui du coup génère deux problèmes. Le premier, c'est que cet argent, vous l'avez bien sorti et il a déjà, lui, été taxé au niveau de la CSG, l'impôt sur le revenu, des charges sociales et des retenues salariales. Alors, et la société, elle, ça lui fera 0 de charge, alors que si vous déplacez tout ça gentiment, eh bien, vous, personnellement, vous n'aurez pas besoin de sortir cet argent. Et 2, ça baissera le montant de votre impôt sur les sociétés. Donc, voilà très exactement pourquoi je le mets ici. Eh bien, quand on a dit ça, eh bien, on a tout dit. Voilà en 2022, c'est-à-dire la première année, toutes les charges auxquelles je pense qui sont soit strictement nécessaires, soit nécessaires, hautement nécessaires. Après, tout le reste, bien évidemment, si vous prenez des sous-traitants, si vous achetez des marchandises, etc., bon, ça, c'est lié à votre activité. Mais en aucun cas, ce sera un coût qui soit lié à la SAS. Jérémy qui me pose une question. Notre SAS a pour raison sociale à 2J Méditerranée et notre établissement est PCI M Sud. Nous avons la même adresse et donc le même SIRET. Pouvons-nous facturer au nom de PCI M Sud à pour raison sociale et notre établissement? Oui, tout à fait. Alors, je suppose effectivement que ton établissement, c'est ce qu'on appelle le non commercial. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Jérémy. Mais si c'est le cas, effectivement, dans ces cas-là, PCI étant la même société, donc avoir un nom qui est ce qu'on appelle un nom commercial, tu peux très bien facturer. Mais normalement, sur ta facture, à la fin, tu dois avoir ta raison sociale qui est indiquée.
Par contre, si les personnes te font des chèques au nom de PCI M Sud ou te font des virements au nom de PCI M Sud, tu pourras les encaisser sans difficulté. Brad, tu m'arrêtes, Jérémy, si ce n'était pas ça ta question exactement. Brad, je suis président d'une SAS, le siège est chez mon associé DG, puis je récupère un loyer pour mon bureau à la maison, je suis propriétaire de maison, une partie de ma facture Internet, etc. En théorie, tu devrais là de nouveau… Alors, la réponse est oui, mais tu devrais faire un établissement secondaire. Voilà, Brad, ce qu'il faudrait en théorie faire. On en parlera tout à l'heure. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de la CFE, Patrice, parce que pour une raison simple, la première année, t'en es exonéré, tout simplement. La première année civile, on est totalement exonéré, mais je te rassure, on va en parler en 2023. Jérémy, et notre nom commercial, effectivement. Donc, Jérémy, a priori, j'ai répondu à ta question. Nicolas, quelle est la différence entre CFE et TVAE? C'est CVAE, très exactement. Donc, contribution foncière des entreprises, on va y arriver, exactement. Alors, 2023, c'est la deuxième année. Donc là, on démarre la deuxième année, et j'aurais tendance à dire que la deuxième année, eh bien, la seule grosse nouveauté, entre parenthèses, c'est soit, effectivement, vous avez eu déjà tout ce qui a eu lieu en première année avec les options « je me paye » ou « je ne me paye pas ». Et il va y avoir quelque chose de nouveau, c'est que comme vous aurez clôturé votre premier exercice, il faudra faire une assemblée générale. Alors, j'ai marqué nos honoraires à nous, ça va de 50 € à 120 € hors taxe à l'année. C'est une assemblée qui approuve les comptes, qui décide de l'affectation des comptes annuels et qui permet d'envoyer auprès du CREF, du tribunal de commerce. Ça se paye une fois, voilà, et puis après, c'est terminé. Vous pouvez faire toutes les assemblées que vous voulez chaque année, mais une seule, c'est obligatoire. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. L'autre point qui me paraît ultra important, mais vraiment, alors là, ouvrez bien grand vos oreilles, c'est que vous allez vous trouver dans une situation, je rappelle, où vous avez perdu a priori toute votre portabilité, prévoyance et mutuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on sort de sa situation de salarié, on peut bénéficier pendant une année et exceptionnellement pour certains métiers un peu plus, mais c'est maximum un an où on bénéficie d'une portabilité. Alors pourquoi j'insiste dessus? C'est que si pendant la première année qui suit votre inscription auprès de Pôle emploi, inscription auprès de Pôle emploi, ce n'est pas la création de la société, si il vous arrive un malheur, eh bien dans ces cas-là, vous serez indemnisé sur les salaires que vous aviez quand vous étiez salarié. D'accord? C'est-à-dire qu'on remonte encore une année avant pour calculer la prévoyance. Et quand la portabilité cesse, vous n'avez plus du tout de prévoyance et plus du tout de portabilité. Ça veut dire que de façon très concrète, on va prendre le cas le pire qui puisse exister. Il s'avère effectivement que vous avez un accident et vous devenez invalide. Malheureusement, la portabilité est terminée. Eh bien, dans ces cas-là, Pôle emploi va vous déclarer, en fait, va vous mettre en arrêt maladie ou accident, si vous voulez. Et à un moment donné, au bout de 3 ans à peu près, que l'URSSAF, que la Sécurité sociale aura pris les trucs, la Sécurité sociale va dire « moi, c'est terminé, je ne veux plus vous payer du tout ». Voilà. Et du coup, ils vous virent. Et comme vous êtes inapte, eh bien, vous aurez exactement double zéro. Voilà, il y aura zéro de chez zéro. La France est un pays exceptionnel où, pour le moindre mot de gorge, on peut se faire arrêter et toucher de l'argent. Par contre, sur les gros sinistres, il faut compter sur personne. Ça, c'est un gros problème. Alors, bien évidemment, quand on me dit c'est zéro, ce n'est pas tout à fait vrai. Pour quelqu'un qui est mort, c'est 8 000 € en tout et pour tout. Vous voyez, c'est que dalle par rapport à des personnes qui parfois ont des bobos et qui durent effectivement ad viternam avec des sommes qui sont parfois très importantes. Donc là, de façon très concrète, trouvez-vous une prévoyance. Alors, je vous indique aussi deux choses. La première, n'allez pas voir un assureur qui assure des mobylettes, allez bien voir une personne qui fait de la prévoyance pour des personnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une notion extrêmement compliquée dans lequel soit on se réfère au niveau national, soit on se réfère à des trucs privés. Je prends un seul exemple. Si en France, vous vous coupez un pouce, vous n'avez pas de coefficient d'invalidité suffisant pour être indemnisé. Alors que le mec qui est chirurgien, par exemple, si le pouce saute, c'est terminé, il n'aura plus jamais de travail de sa vie, puisque c'est le doigt de préemption, et donc c'est foutu, il ne trouvera plus jamais. Donc, d'où l'idée que lui ira voir une prévoyance spécifique. Ça, c'est le premier point. Deuxième, ne confondez pas
prévoyance avec mutuelle. Là, je parle bien de prévoyance. Je ne parle pas des 10 centimes de la boîte de Médoc que vous êtes remboursé plus ou moins, parce que tout le monde a les yeux braqués dessus, alors que le vrai problème, il est là, c'est la prévoyance. Et si les choses vont bien, vous avez payé pour des prunes. Mais c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter. Alors, j'ai oublié une petite chose que j'ai omis effectivement de dire sur la prévoyance. Si vous avez l'opportunité d'avoir un conjoint ou une conjointe, regardez avec la prévoyance ou votre mutuelle de votre conjoint ou de votre conjointe si vous pouvez être prise en charge en plus moyennant quelques petites sommes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Pauline, est-ce qu'il faut faire une demande pour être exonéré? Non, on y arrivera. François, pour me simplifier les choses, ma société porte mon nom. François des conseils, si les factures ou les paiements sont à mon nom, ça passe crème. Oui, oui, François, il n'y a aucun souci. Guillaume, comme toutes les assurances, si on n'a pas de sinistre, on paye pour rien. Ouais, c'est le principe, effectivement, d'une assurance. Deuxième point, du coup, vous pouvez tenter, effectivement, de vouloir sortir de l'argent également. Et je rappelle, vous aviez fait une assemblée générale obligatoire. Vous avez pu décider soit de mettre l'argent en réserve ou en report nouveau, c'est la même chose. Excusez-moi. Soit de sortir cet argent, voilà, sous forme de dividende. Et dans ces cas-là, je simplifie à outrance, pour 100 € que vous sortirez, 70 ira dans votre poche et 30 € iront dans les caisses de l'État. Voilà les sorties d'argent que l'on peut avoir. Et puis, on va parler de l'impôt, des impôts, entre parenthèses. On va parler déjà de la CFE, un truc un peu, la contribution foncière des entreprises, à distinguer effectivement de ce qu'on appelle la CVAE, contribution de la valeur ajoutée. Et quand on fait CFE plus CVAE, ça correspond à un grand ensemble qui s'appelle la CET, contribution économique territoriale, qui remplaçait ce que l'on appelait il y a longtemps la taxe professionnelle. Et si on revient encore beaucoup plus longtemps, qu'on appelait la patente, et si on va encore plus longtemps au Moyen-Âge, qui s'appelait la gabelle, exactement. Donc, de façon très concrète, cet impôt, tout le monde dit que c'est une aberration totale. Aucun pays d'Europe ne la paye, mais la France a cette particularité de faire payer une CFE qui, tout simplement, taxe soit la CFE qui taxe le vent, entre parenthèses, c'est-à-dire l'endroit où vous vous trouvez. Donc, ça veut dire que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui payent un petit peu comme sur le cadastre, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de mètres carrés que vous allez avoir, selon si vous mettez 20 mètres carrés, vous serez au minimum, c'est-à-dire, par exemple, à Lyon, on paye, je crois, 350-400 € de CFE, c'est le minimum du minimum. Si vous êtes à la Chambre des métiers, vous payez un petit peu plus, quoi qu'il arrive, une fois par an. Je rappelle, première année, on est exonéré et on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit en matière de demande. Et où, entre parenthèses. Et donc, du coup, effectivement, on arrive à payer en fonction du cadastre. Et si vous avez 300 mètres carrés, vous allez payer plus cher et vous serez au-dessus. Ça, c'est la CFE. Et puis, il y a aussi la CVAE. Donc, ça, c'est en fonction, en fait, de la valeur ajoutée que la société génère. Donc là, il faut commencer à taper. Alors, je n'ai plus en tête les chiffres, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros dans lequel on va commencer à payer en fonction de la valeur ajoutée, et on payera donc ces deux impôts qui arrivent par année. Alors, pour les consultants, les gens qui travaillent seuls, c'est quasi impossible de payer la CVAE, voilà, sauf si vous faites 1 million d'euros à vous tout seul, ce qui serait déjà une bonne chose. La plupart des boîtes commencent avec 5 à 10 salariés pour commencer à payer la CVAE. Je vous donne quelques indices, ça ne sert à rien que je rentre dans des détails super précis, ça pourrait prendre l'après-midi complète. Donc ça, c'est la CFE, d'accord? Et ça, vous la payez, que vous fassiez du chiffre d'affaires ou pas, à partir de la seconde année. Voilà exactement ce qui se passe. Et puis, vous allez payer, et on va revenir dessus, vous allez payer le solde d'impôt sur les sociétés, parce que si vous avez fait du bénéfice, eh bien, vous allez payer dans les 3 mois plus 15 jours qui suivent la clôture de l'exercice, vous allez payer votre solde d'impôt sur les sociétés, on va y revenir, et peu de temps après, vous commencerez à payer ce qu'on appelle des acomptes d'impôt sur les sociétés. Alors, je vais revenir dessus pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. En fait, comment on calcule l'impôt sur les sociétés? Alors, c'est relativement simple, entre parenthèses, je vais le faire de façon la plus pédagogique possible. Ce que l'on peut dire, tout simplement, c'est que c'est la différence entre, d'une part,
les produits dits imposables, moins les charges dites déductibles. Alors, les produits imposables, bah, c'est facile à retenir, tout est imposable, voilà, en chiffre d'affaires, en reprise d'amortissement, à peu près en tout. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, quasiment tout est imposable. Et les charges déductibles, et bien là, tout n'est pas nécessairement déductible dans les charges. Je prends quelques exemples. Vous avez une bagnole, vous payez une TVS, taxe sur les véhicules de société. La charge ne sera pas déductible. Si vous avez toujours une voiture qui excède 18 300 € en voiture diesel ou une voiture essence, dans ces cas-là, le surcroît de la dotation aux amortissements correspondante sera réintégré et ce n'est pas déductible. Et quand on fait ces calculs-là, eh bien, ça vous donne un bénéfice imposable. Voilà. Et ce bénéfice produit moins charge, voilà, c'est relativement simple, eh bien, il va être taxé. C'est ça qui va servir de taxation. Et comment on prend cette base imposable? On va le multiplier par un taux d'imposition qui va vous donner de l'impôt sur les sociétés. Et ce taux d'imposition, eh bien, il va être égal, pour faire ultra simple, jusqu'à 38 120 €, c'est le petit bout vert là qui est là, jusqu'à 38 120, vous payerez 15%, et la partie qui excédera ces 38 120 sera taxée au taux normal. Alors, le taux normal, c'était 28% pour les exercices ouverts à compter, les exercices avant le 1er janvier 2021. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, c'est 26,5%. Et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, ce sera 25%. Donc, pour faire ultra simple, supposons qu'on se situe en 2022, eh bien, je fais ma société, je fais par exemple 48 120 € de bénéfices, mes 38 120 seront taxés à 15% et les 10 000 € supplémentaires seront taxés à 25%. Et ça, ce sera payable effectivement directement d'un seul bloc, un solde effectivement qui devra être payé. Et puis, on va se retrouver dans une situation où, comme vous avez payé de l'impôt sur les sociétés, si vous avez payé plus de 3 000 €, eh bien, l'État va exiger de vous des acomptes à valoir, c'est-à-dire qu'on vous fait payer en avance de l'impôt sur les sociétés que vous pourrez récupérer ou moduler, je vous rassure. Alors, pour faire ultra simple, le montant de chaque acompte, pour faire ultra simple, c'est égal à un quart du montant de l'impôt. Donc, si pour la première fois, vous avez payé de l'impôt sur les sociétés, vous diviserez par 4 et chaque trimestre, alors au début, on fait un petit rattrapage et après, c'est tous les trimestres effectivement que ça se passe et ça ressemble à ça. C'est-à-dire, voilà, par exemple, on a pris un exemple qui est le 15, la date limite de la déclaration de résultat N-1. Par exemple, au 15 juin, vous serez obligé de verser à la fois l'acompte au 15 juin, celui du 15 mars également, et après, chaque trimestre, vous payerez un quart d'acompte. Et au moment où on arrêtera les comptes, cette fois de l'année suivante, eh bien, les acomptes viendront diminuer. Et là, il y aura deux solutions. Soit vous avez payé le juste montant et c'est nickel, soit vous avez payé trop et on vous rembourse, soit vous n'avez pas payé suffisamment et dans ces cas-là, eh bien, il y aura un complément d'impôt sur les sociétés. Voilà exactement. Et est-ce qu'il existe des cas de dispense d'acompte? Eh bien, oui, il en existe deux. Le premier, il est relativement simple. Pour toutes les sociétés qui n'ont jamais fait de bilan, voilà, tout simplement, elles n'auront jamais d'impôt sur les sociétés sur le premier exercice. Les deuxièmes, c'est toutes les sociétés qui sont temporairement exonérées d'IS. Alors, je pense aux ZRR, zones de revitalisation rurale, les ZFU, zones franches urbaines, ou les ZAFR, et je pourrais multiplier tous les termes parce que on pourrait parler de la France hexagonale, mais on pourrait parler aussi de tous les départements outre-mer, etc., etc. Et puis, il y a un dernier cas aussi, lorsque votre impôt sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés n'a pas excédé 3 000 € de l'année suivante. Et dans ces cas-là, on vous dit, allez, basta, ça va nous coûter plus cher en traitement, donc gardez vos acomptes, on n'en veut pas. Donc, voilà exactement comment ça se passe. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées dessus. Ludivine, si notre conjoint a une prévoyance avec son employeur, est-ce qu'il faut mieux faire prise en charge tout de suite ou attendre quand même la fin de la portabilité? Ludivine, il faut que tu étudies ta portabilité. Voilà, tout simplement. Et ça, je pense que c'est super important parce que tout le monde n'a pas nécessairement une bonne portabilité. Certains en ont une meilleure. Je vois que Jérémy travaille dans le Pro BTP
Il me semble effectivement que la prévoyance est inclus dans la ProBTP. Il faut bien vérifier deux, trois choses et rien ne t'interdit d'aller au-dessus. Et puis, je crois de mémoire qu'en matière de BTP, je crois que la portabilité peut être un petit peu supérieure, mais à vérifier. Patrice, si le premier exercice est sur 18 mois, comment ça se passe? Eh bien, on attend la fin des 18 mois et donc tu vas compter 3 mois et demi pour payer ton impôt sur les sociétés pour la première fois. On peut aller jusqu'à 24 mois dans l'absolu. Ça n'existe pas, mais dans l'absolu, c'est tout à fait faisable. Donc, Patrice, quand je parle d'exercice, ça peut être un exercice de 2 mois, de 10 mois, 12, 14, 18, jusqu'à 24. Premier exercice, on ne paye, on est complètement dispensé d'acompte à partir du moment où, bien évidemment, on répond à tous les critères. Jérémy, est-ce que les investissements sont considérés comme des charges? Non, Jérémy. Voilà, je veux dire par là, si on a fait un investissement immobilier en créant une SCI, pour par exemple faire de nouveaux coûts, la réponse est non. Prenons des exemples pour être très concrets, Jérémy. On imagine que tu achètes, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, tiens, on achète des verres comme ça vaut 5 euros, je ne sais pas, enfin, je ne sais même pas combien ça vaut, et du coup, ça c'est une charge. Tu l'achètes effectivement le premier mois, enfin le dernier mois de l'exercice, pouf, c'est passé en charge. Maintenant, tu achètes ce genre de téléphone que je viens de recevoir d'ailleurs, bah, ça vaut plus de 500 euros, c'est une immobilisation. Par contre, si par exemple, je l'achète, imaginons, ce qui n'est pas le cas, que je clôture au 31 décembre, eh bien, j'aurai octobre, novembre, décembre, j'aurai 3 mois, 3 douzièmes de mois divisé par 3. Donc, franchement, ça fera très, très peu. Peut-être que l'incidence de cet achat d'iPhone, bah, ça comptera peut-être pour 50 euros en tout et pour tout. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si tu as une société civile immobilière, c'est-à-dire que tu as une prise de participation de ta société mère vers ta société fille, donc ça s'appelle soit une prise de participation dans le capital, soit des apports en compte courant, ces sommes que tu vas donner ne peuvent en aucun cas être considérées comme des charges. Jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord? Ça, c'est le premier point. Ce que tu pourrais me dire éventuellement, c'est dans la société civile immobilière, est-ce que ça va avoir un impact? Oui, parce que dans la SCI, si on a fait des investissements, eh bien, on va commencer à amortir. Et notamment, si tu as acheté des biens immobiliers, eh bien, tes frais de notaire et tes frais d'agence pourront être considérés comme des charges et ça te créera un déficit au niveau de ta société fille. Si tu as l'IS et si tu as l'IR, ça remontera auprès de la société mère. Nawal, si je ne verse pas un salaire, est-ce qu'il y a moyen pour cotiser à la retraite? Non, absolument pas. C'est pas possible parce que tu ne peux pas. Alors, tu pourrais me dire, bon, bah, Patrick, je vais prendre une cotisation, par exemple, facultative pour pouvoir le faire. Or, dans ces cas-là, cette cotisation facultative serait rejetée d'un point de vue fiscal parce que l'État exige de ta part que tu aies des bulletins de salaire, c'est-à-dire que tu cotises d'abord au régime général avant de pouvoir cotiser à un régime privé. Voilà. C'est tout simplement parce que sinon, bah, tout le monde ferait ça en se disant j'y crois plus maintenant et je vais cotiser uniquement qu'à des systèmes privés. Donc, si tu veux avoir un système privé, tu passes d'abord par la case générale. Jérémy, si notre premier bilan est fin 2022, pouvons-nous faire une seule assemblée générale avant notre bilan ou devons-nous faire une assemblée générale fin 2021? Jérémy, par définition, si ton premier bilan est fin 2022, tu feras une première assemblée générale en 2023, pas avant. D'accord? C'est la seule obligation. Maintenant, tu peux avoir envie de faire une assemblée générale, je ne sais pas pourquoi, mais imaginons, et tu peux très bien le faire quand tu veux. Mais l'assemblée générale dite d'approbation des comptes se fait une fois par an, d'approbation des comptes. Elle est obligatoire et elle se fait systématiquement après le premier exercice et une fois par an maximum. Dans ton cas, ce sera en 2023. Ma, est-il intéressant d'avoir une date de clôture décalée? Oui, Ma, pour plein de raisons. Alors, je vais en prendre. Bon, premièrement, parce que la date de clôture, généralement, il faut que ça corresponde une sorte, effectivement, de fin d'activité. Or, de vous à moi, quelle est la personne en France dont l'activité s'arrête au 31 décembre et redémarre le 1er janvier? Je ne vois pas, personnellement. Alors, ça doit exister, bien évidemment. J'exagère en disant cela. Mais je prends des exemples concrets. Par exemple, les coopératives agricoles, c'est obligatoirement le 30 juin, parce que ça correspond, si vous voulez, avant les nouvelles récoltes. Si j'étais un magasin de jouets, je ne ferais pas ça le 31 décembre, ce serait complètement ridicule. Donc, il faut mieux, effectivement, avoir une fin d'activité, par exemple 30 juin, 31 juillet, 31 août, au moment et après, on reprend. Ça, c'est le premier point. Le second point,
il est tout simplement que si vous avez un exercice décalé, eh bien, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que vous le vouliez ou non, déjà, vous avez un exercice pour vous personnel au niveau de votre impôt sur le revenu qui était au 31 décembre. Et quand vous êtes au 31 décembre, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas dire, oh, tiens, à titre personnel, au niveau de l'impôt sur le revenu, je vais faire ça ou ça. Donc, quand vous clôturez exactement la même date, les dividendes, ils seront forcément dans l'année et vous serez taxé dessus. Alors que si, par exemple, la ruse, si par exemple vous décidez effectivement de les faire au 30 septembre, au 30 juin, eh bien vous déciderez soit de faire vos dividendes au 31 décembre, et dans ces cas-là, ça sera pris l'année d'avant, soit vous décidez au 1er janvier et ça sera pris l'année d'après. Alors vous allez me dire que c'est exactement la même chose à la fin. Ben non, parce qu'en France, comme on est dans un système progressif, ça vous permet de jouer avec la date de clôture, avec cette décalage, et ça vous permet de payer moins d'impôts sur le revenu, tout simplement. Oui, Guillaume, pour la date de clôture, il faut mieux prendre la fin d'un cycle d'activité. C'est la meilleure chose, c'est le truc le plus intelligent d'un point de vue économique. Maintenant, d'un point de vue fiscal, je vous ai donné une astuce. Et puis la troisième également, vous serez toujours mieux servi parce que les dates, effectivement, de tous ces systèmes de bilan, etc., vous serez forcément moins dans le rush au moment des documents. Oui, Fouette, tu peux faire une assemblée générale pour changer les dates de clôture. Le seul petit problème, ce n'est pas dramatique, mais les jours où tu veux faire ça, profites-en pour faire un petit nettoyage de printemps sur des statuts, parce qu'il faut modifier tes statuts, faire une assemblée générale extraordinaire et payer du coup un changement de statut. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est très très facile à faire. Il faudra d'ailleurs qu'on fasse un webinaire sur dessus pour que vous soyez tous tranquilles et de bien comprendre comment ça fonctionne. François, ma date de clôture est au 30 septembre. C'est un coup à prendre, mais c'est très agréable car en réalité, on se cale sur l'année business, septembre-juin, et aussi le bilan se fait très vite. Ebrou a fait le mien en moins d'une semaine. Ben voilà. Merci François de ton témoignage. Je le dirai à Ebrou, elle sera super contente. Donc, concrètement, j'ai parlé de 2022, j'ai parlé de 2023, on va aborder la troisième année. Alors la troisième année, on va dire que c'est pareil que l'année 2023. Il n'y a plus véritablement de grandes nouveautés, vous êtes totalement à l'aise. Ce que l'on peut dire, ce qui est nouveau, c'est que là, clairement, si vous ne vous êtes pas versé pendant 2 années des bulletins de salaire, alors sauf si vous avez 56 ans et que vous bénéficiez de 3 années d'ARE, mais si vous en bénéficiez que de 2, c'est peut-être le moment de vous donner un bulletin de salaire. Pas nécessaire, même si vous êtes en SASU hier, je le rappelle. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de valider vos trimestres de retraite, ça vous permettra de couvrir en cas de maladie avec des annuités journalières et ça vous évitera de payer la taxe PUMA. Alors, valider les trimestres de retraite, c'est super simple. Vous prenez 600 fois le SMIC qui est à 10,25 €, qui vient de changer. Ça fait 6100 et quelque chose, alors 6500 à l'année, brut, bien évidemment, et vous validez au moins vos trimestres de retraite. Ça vous permettra comme ça, au moins de ne pas avoir de carence de trimestres qui vous coûteront 10% par année. Deuxième, c'est se couvrir en cas de maladie, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de bulletin de salaire, eh bien vous êtes enquiquiné parce que si vous êtes malade, eh bien vous êtes coincé. Et comme je vous l'ai expliqué, si vous ne vous donnez pas de bulletin de salaire, vous ne pourrez même pas prendre des choses un peu exceptionnelles à titre privé. Donc ça, il faut éviter. Et puis le troisième, c'est éviter la taxe PUMA. Alors ça, c'est pour toutes les personnes qui se trouvent dans des situations. Alors c'est arrivé une fois dans une participante qui m'a dit, alors elle n'était pas chez nous, heureusement d'ailleurs, mais pendant longtemps, elle a toujours cotisé. Puis la dernière année, elle a décidé de ne pas se donner quoi que ce soit, pas suffisamment en tous les cas, pour avoir des bulletins de salaire. Elle a vendu sa société et du coup, elle était taxée de 8% sur la vente de sa société du fait de la taxe PUMA. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est neutre. En fait, la taxe PUMA, c'est lorsque vous n'avez pas dans votre foyer fiscal au moins 8 000 et quelques euros, ça va être 8 300 de mémoire net fiscale, qui a été imposé à des cotisations sociales, et que parallèlement, vous avez des revenus qui excèdent les 20 000 euros, qui peuvent être des dividendes, qui peuvent être des loyers. Et dans ces cas-là, l'administration fiscale envoie ça gentiment auprès de l'URSSAF pour qu'il vous adresse directement une pénalité. Alors, je rappelle que si vous êtes à l'ARE, pas de souci, c'est Pôle emploi qui cotise pour vous. Donc, vous ne payerez pas la taxe PUMA. Si vous êtes à la retraite, vous ne payerez pas la taxe PUMA. Si vous avez un autre job, vous ne payerez pas la taxe PUMA. Si vous avez la chance et l'opportunité d'avoir un conjoint, une conjointe qui gagne sa vie, vous ne payerez pas la taxe PUMA. Donc, vous voyez, il faut quand même taper un peu fort, mais ce n'est pas fondamentalement impossible. Alors, François qui dit mon expérience, c'est qu'il faut faire super gaffe à la troisième année d'activité, car c'est là que l'URSSAF et la CIPA font leur premier appel de cotisation et c'est rétroactif à la date de création. Alors, François, tu dois être en SRL, je suppose, ou en URL,
très certainement, puisque si tu me fais parler de la CIPAV, c'est que tu es considéré effectivement, alors je ne sais pas quel est ton métier, mais de façon concrète comme une profession libérale qui te fait rattacher au CIPAV. Et la grosse différence effectivement entre la SAS où tu payes une fois par trimestre ou une fois par mois ce que tu dois, la sécurité sociale des indépendants, ça va être terrible ce que je vais dire, mais bon sang, mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas évoluer les choses? Parce que payer des acomptes 1600, puis après commencer à faire un truc, personnellement, j'ai écrit plusieurs fois à la sécurité sociale des indépendants en leur disant que si on payait dans les 3 mois qui suivaient ce qu'on devait réellement, on serait peinard. Sauf que le système, comme tu le décris de façon très concrète, c'est un système pourri, il n'y a pas d'autre mot, dans lequel tu traînardes des choses pendant 1 an et dans lequel tu vas avoir des régularisations et puis tu vas payer un solde et puis tu vas payer des régularisations sur des régularisations, mais c'est complètement fou. Bon, personnellement, j'espère en tout cas qu'il va y avoir un gros changement. En tous les cas, moi, j'ai milité en tant qu'expert comptable et j'avais écrit plusieurs fois. Et je pense en tous les cas qu'il faut que les choses changent et ça fera du bien à tout le monde parce que le régime de la SRL est un bon régime parce qu'on paye moins de cotisations sociales. Il suffit de faire un petit peu de choses. Mais qu'est-ce que d'un point de vue administratif, c'est juste un comble. Voilà, c'est fait. Guillaume, il faut attendre la fusion des statuts SRL et SS. Ça n'arrivera jamais, d'accord? Pour qu'on soit clair. Quand, il y a 5 ans, 6 ans, on a parlé de la réforme du RSI. Ils ont changé le nom en Sécurité sociale des indépendants, SSI. Ils ont modifié 2-3 trucs avec des noms, etc. Et moi, comme je le dis, si j'ai un chat, je peux l'appeler Médor, mais au bout de 15 jours, même en l'appelant Médor tous les jours, il ne va pas aboyer. Donc, de façon très concrète, la Sécurité sociale des indépendants qui devait être 2 années pour une réforme, ça fait 6 ans qu'on attend. Et je vous garantis que dans 10 ans, on y est encore. Et donc, la fusion entre la SAS et la SRL, je n'y crois pas une seconde. Alors, Pierre Pluot et Naval qui n'ont pas eu de réponse. Zut. Qu'est-ce que c'est si Pierre et voilà, si tu pouvais taper les trucs, ça m'éviterait parce que là, je suis un peu perdu avec le nombre de questions. Ah, Pierre, ça y est, j'ai trouvé. Je compte ouvrir une SASU, j'attends le mois de janvier pour décider l'exonération du CFE. Alors, Pierre, oui, ça peut être une bonne idée. Tu as une petite astuce néanmoins, c'est que si tu veux faire effectivement ta SASU avant et que tu ne génères pas de chiffre d'affaires, il faut écrire auprès du centre des impôts pour avoir l'exonération pour 2022. Mais tu peux le faire. Et pour tous les gens qui viendront quand même à la création, ils peuvent s'inscrire et on ne créera leur société qu'à partir du mois de janvier. Nawal, quelle était ta question? Excuse-moi, là je suis perdu. Est-ce que je n'y ai pas répondu? Si c'est le cas, n'hésite pas. Ah, si je ne verse pas un salaire, est-ce qu'il y a moyen pour qu'ils aient les faire? Si, j'avais répondu à celle-ci. Mais s'il y en a une autre, n'hésite pas, en tout cas, Nawal, de répondre. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ah, voilà. Nawal, j'ai créé ma boîte le 30/12/2020. L'exonération du CFE s'applique sûrement sur l'année 2020. Alors, oui, en théorie. Mais normalement, non. Pourquoi? Parce que là, tu envoies simplement un petit courrier au centre des impôts pour demander l'exonération sur 2021 et t'es peinard. Voilà, tout simplement. Et donc, Nawal, on est au mois d'octobre. Est-ce que tu as reçu une CFE? Voilà. Si tu l'as reçue, c'est là où tu vas demander tout de suite une exonération. Ben voilà. Normalement, je pense qu'ils t'ont oublié parce qu'ils ne tiennent pas. Enfin, l'administration fiscale, c'est quand même une administration quand même assez intelligente et qui prend un peu de recul par rapport à ce genre de situation. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle ils t'ont exonéré de 2021. Parce que c'est quand même des gens bien, tu arrives à leur téléphoner. C'est quand même des gens plutôt très, très bien au niveau truc. C'est pas la lèche, c'est simplement un constat que ce que j'ai vu, moi, dans toute ma carrière professionnelle dessus. Nawal, je dois faire une action de mon côté ou j'attends de recevoir un courrier? Attends de recevoir un courrier, Nawal. Je pense que c'est bon. Si ils ne t'adresseront strictement rien. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, j'ai terminé. On va passer un petit coup de disco. Alors, d'habitude, j'ai un petit slide pour rappeler effectivement, voilà, Brad qui a tiré plus vite que son ombre. Si vous voulez vous parrainer, n'hésitez pas pour avoir 1 mois de gratuité. En tous les cas, ça pourra se faire. Et Maha qui me dit, j'ai hâte d'être à la soirée création d'Oux le mardi 19 octobre à 19h. Exactement. Merci Maha. Merci à vous tous, en tous les cas, d'avoir suivi avec autant de questions. J'adore, en tous les cas, que vous puissiez poser des questions. Moi, je vous attends en tous les cas très nombreux et à la fois le mardi soir. Et puis, on aura le mardi à 14h. On reprend avec toutes, et comme d'habitude, chaque jour, entre un webinar nouveau. Je vous dis à très bientôt et puis on va se trouver un dernier moment pour passer
un excellent vendredi et un très bon week-end à vous tous. Ciao, ciao!